Michel Declercq, bonjour. Bonjour. Vous avez publié récemment aux éditions L'Harmattan, Mémoire d'un procrastinateur. Alors pouvez-vous présenter votre ouvrage s'il vous plaît? Voilà. Alors, pourquoi écrire sur le procrastinateur alors qu'il est de nos patients, je précise que je suis thérapeute, celui qui nous reste le plus étrange, qui nous donne le moins de satisfaction, si tant est que le terme ait un sens dans notre métier. Alors simplement, pour remettre en cause la propension commune à considérer la procrastination, soit littéralement la tendance à remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même, comme une aimable habitude qui serait assimilée à une certaine nonchalance plus ou moins méridionale. Or, c'est très sérieux, la procrastination. C'est grave et c'est triste. Le procrastinateur, donc, est loin d'être un simple paresseux. Il est capable, par exemple, de se lever à 5 heures du matin pour prendre un avion à midi et rater cet avion parce qu'il aura fait plein de choses dans la même matinée. Et tout ceci est vécu en fait dans un contexte de fébrilité, je dirais même d'anxiété, qui fait qu'on est très très loin effectivement de la simple paresse. De fait, le procrastinateur va surtout s'absorber dans ce que j'appelle le périphérique, c'est-à-dire qu'il n'ira jamais à l'essentiel, à ce qu'il a réellement à faire. On a cherché un certain nombre d'explications à la procrastination et la plus probable, enfin la plus répandue en tout cas, est le fait que le procrastinateur ne veut pas effectivement se confronter à l'essentiel, parce qu'il a peur de l'échec. Et que par conséquent, il préfère ne rien faire que de faire ce que j'appellerais un brouillon, en quelque sorte. C'est le prix Nobel tout de suite. Alors, le procrastinateur, surtout, est aphobique du temps des horloges, avec ce que ça suppose d'atteinte à sa liberté, mais surtout du temps qui passe. Le procrastinateur, c'est quelqu'un qui voudrait bien avoir l'éternité devant lui, en quelque sorte. D'où cet entêtement à nier le fait que, comme le dit Kundera, la vie humaine n'a lieu qu'une fois, qu'on n'a pas une deuxième, une troisième, une quatrième chance de la recommencer. Alors c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu faire de cet ouvrage un livre de recettes, d'autant que, à ma connaissance du moins, il n'y a pas véritablement de remède à la procrastination. Le plus connu, c'est le comportementalisme, avec tout ce qu'il comporte effectivement de coaching, en quelque sorte, avec le fait qu'il y a quelqu'un pour se substituer au procrastinateur, lui donner des programmes, des exercices, et lui demander surtout d'en rendre compte. Alors, ça marche plus ou moins, mais ça ne marche qu'un temps, en fait. Parce que, encore une fois, le vrai problème du procrastinateur, c'est son rapport au temps. C'est quelque chose, je dirais presque, d'existentiel. Et tant qu'on n'aura pas modifié son rapport au temps, on n'aura rien fait. Alors, ça peut être l'objet d'une psychanalyse, ou ça peut être l'objet finalement de méthodes plus accessibles comme la sophrologie, la méditation, toutes ces méthodes qui nous ramènent à la prise de conscience du temps, en quelque sorte. Et c'est donc le propos aussi de cet ouvrage de tirer, je dirais, presque un signal d'alarme. Je n'ai donc pas voulu donner de solution, mais j'ai voulu dire, attention, c'est bien plus grave que vous ne pensez, la procrastination. D'où le choix aussi que j'ai fait de prêter ma parole à un personnage fictif, composite, dont je raconte soi-disant les mémoires, alors qu'il aurait bien été incapable d'écrire ses mémoires, puisque de sa vie il n'a jamais rien fait, et que de mémoire, bien sûr, il n'a pas.